Bonjour, bienvenue sur la série sur la mécanique quantique. Alors nous allons parler maintenant de la radioactivité. Alors nous allons y aller progressivement, en plusieurs fois. Ici nous verrons une simple introduction de ce que c'est que la radioactivité, les différentes sortes de radioactivité. Puis nous verrons un peu d'histoire qui nous permettra d'aborder toute une série d'informations sur la radioactivité. Et puis enfin nous verrons les différents modèles qui permettent de décrire les processus radioactifs. Alors la radioactivité, c'est le phénomène où un noyau émet un rayonnement et subit une transformation. Les noyaux, on peut classer les noyaux des atomes en deux catégories. Ceux qui sont dits stables, c'est-à-dire qui ne subissent pas cette transformation, et les autres qui subissent cette transformation, qui sont qualifiés de instables, de noyaux radioactifs ou de radioéléments. Sur les 92 éléments naturels, dans le tableau périodique, on rencontre toutes sortes de cas. Il y a d'abord ceux qui sont, donc tous les isotopes sont radioactifs. Il y en a 12 qui sont comme cela. Par exemple le radium. Ou encore le technétium, TC43. Donc tous les isotopes sont radioactifs. De même, le prométhéum 63. Il y a aussi des cas où un seul isotope est radioactif. Par exemple, le potassium existe sous forme de 3 isotopes, 39, 40 et 41 en masse, et le 39 et le 41 sont stables, alors que le 40 est radioactif, etc. Il y en a avec 2 isotopes radioactifs, 3 isotopes radioactifs, il y a un peu tous les cas. Alors, il y a plusieurs sortes de radioactivité. Tout d'abord, il y a la radioactivité alpha. C'est le processus par lequel le noyau éjecte un noyau d'hélium, un noyau d'hélium 4, donc composé de 2 protons et de 2 neutrons. Dans ce cas-là, la charge du noyau qui émet l'alpha diminue de 2 protons, donc Z devient Z-2, et la masse perd 4 nucléons, donc A devient A-4. Un exemple est le radium 526 qui se transforme en radon 222 en émettant une particule alpha. Le rayonnement alpha concerne les éléments lourds avec Z supérieur à 82, à quelques exceptions près. Par exemple, le samarium 62, 147. Le samarium est un émetteur alpha, et ainsi que quelques autres éléments, d'ailleurs, à peu près dans la même zone du tableau périodique. Le deuxième rayonnement important est le rayonnement bêta ou bêta-. En général, quand on dit juste bêta, on veut dire bêta-. Il s'agit cette fois de l'émission d'un électron par le noyau. Notons qu'on ne parle pas ici d'un électron situé initialement autour du noyau. Il ne s'agit pas non plus d'un électron qui préexisterait à l'intérieur du noyau. Lors de ce processus, un des neutrons dans le noyau se transforme en proton. Donc la masse reste globalement inchangée, à peu de choses près. En tout cas, le nombre atomique reste inchangé, mais comme on a un proton de plus, Z devient Z plus 1. Un exemple est le phosphore 32, qui se transforme en soufre 32 en émettant
un électron, une particule bêta. Notons que, en plus de cette émission de l'électron, il y a également émission d'un antineutrino, particule neutre, de masse extrêmement faible, qui n'interagit que via l'interaction faible et l'interaction gravitationnelle, et qui est donc extrêmement difficile à détecter. On a la radioactivité bêta+, qui est l'émission d'un électron positif, de charge électrique positive. Il s'agit donc de l'antimatière, d'un anti-électron ou positron. Dans ce cas-là, on a exactement l'inverse, Z devient Z-1. C'est-à-dire qu'un des protons dans le noyau s'est transformé en neutron. Un exemple est le sodium 22, qui se transforme en néon 22 en émettant un positron plus un neutrino. Un autre phénomène radioactif est la capture électronique. Dans ce cas, un des électrons du cortège de l'atome passe par le noyau. Il y a toujours une certaine probabilité, en fonction de son orbital, d'aller dans le noyau, et il est capturé par un proton qui devient un neutron en capturant cet électron. Dans ce cas-là, on a également Z qui devient Z-1. Un exemple est l'argon 37 qui capture un électron et devient du chlore 37, plus émission d'un neutrino. Notons que ce type de radioactivité est assez difficile à détecter. En effet, contrairement aux autres cas, il n'y a pas d'émission de particules, à part le neutrino, qui est presque indétectable. Mais les électrons qui sont capturés sont généralement des électrons qui sont très proches du noyau, les orbites K ou L en général. Étant absorbés par le noyau, il laisse une place vacante. Et les autres électrons vont se réorganiser pour tomber dans cette orbitale qui est libérée. Ce faisant, il y a émission de rayonnement X caractéristiques, voire de ce qu'on appelle les électrons Auger, c'est-à-dire que sous ce réarrangement électronique, un des électrons périphériques peu liés capture assez d'énergie et est éjecté. C'est ce qu'on appelle un électron Auger. La détection de ce type de rayonnement X ou Auger est caractéristique de ce type de radioactivité. Un autre cas est la fission spontanée. Dans ce cas, le noyau se scinde en deux morceaux, spontanément. Les deux morceaux peuvent être variables, mais ils sont en général composés à peu près de moitié-moitié. Donc ça a peu de choses près une coupure en deux. Ça peut varier à quelques nucléons près. Donc on a ZA pour le noyau initial se transforme en deux fois Z demi A demi. Cela ne concerne que les noyaux très lourds, avec Z supérieur à 90. Typiquement, uranium, thorium, plutonium, etc. Un autre type de rayonnement est le rayonnement gamma. Alors le rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique, comme les rayons X, comme la lumière visible, comme les infrarouges, ultraviolets, ultradio, sauf qu'il est très très énergétique. Il est caractéristique des énergies énormes que l'on trouve au sein du noyau. Il s'agit en fait du cas où le noyau est dans un état excité et il y a un réarrangement interne et émission d'un photon gamma.
C'est exactement comme pour les électrons autour du noyau. Un électron dans un état excité peut retomber sur une orbitale d'énergie plus basse en émettant un photon, typiquement dans la lumière visible ou les ultraviolets, ou les infrarouges plutôt. Tandis qu'ici, vu les énergies en jeu, quand les nucléons se retombent dans des orbitales internes du noyau plus faibles, d'énergie plus faible, il y a émission de rayonnement gamma. Enfin, plus exceptionnellement, mais ça arrive de temps en temps pour certains noyaux radioactifs, il peut y avoir émission d'un nucléon, un proton qui est éjecté du noyau ou un neutron. Cela concerne les isotopes très lourds et très riches en protons ou très riches en neutrons. Alors, un tout petit mot sur les effets de radioactivité, je n'y reviendrai plus, parce que les effets de radioactivité concernent essentiellement la biologie, ce sont des vidéos de physique, pas de biologie. Les effets de la radioactivité sont variables, en général nocifs. La radioactivité bêta est un électron, c'est très léger. Il est très facile de l'arrêter. Une simple feuille de papier suffit à arrêter un rayonnement bêta. De même que la peau suffit à l'arrêter. De plus, certains émetteurs, certains atomes radioactifs, émettent des rayonnements bêta peu énergétiques et qui peuvent même servir dans certaines études médicales, ce qu'on appelle les études par isotope, par exemple, ou le tritium, qui est un émetteur à positrons et qui sert dans l'étude du cerveau. Pour des rayonnements bêta plus énergétiques, méfiance, ça peut provoquer des brûlures de la peau. Et évidemment, s'il s'agit d'un élément ingéré, les dégâts peuvent être beaucoup plus grands. Pour les rayonnements alpha, c'est un peu plus mince. Alors, ils sont plus lourds. Ce sont des noyaux d'hélium très énergétiques. Là, il faut pas se leurrer, il n'y a jamais de cas faiblement énergétique. Mais une simple feuille d'aluminium suffit à les arrêter. Dans la peau, ils pénètrent largement jusqu'au derme. Ils peuvent faire de gros dégâts. De plus, ou si c'est ingéré, évidemment, ça agit dans tout le corps. Et de plus, ces noyaux étant lourds, ils peuvent faire vraiment de très gros dégâts. Ils peuvent briser les molécules et abîmer gravement les cellules ou l'ADN. Donc, le rayonnement alpha est dangereux pour la santé. Le rayonnement gamma, c'est un rayonnement électromagnétique très pénétrant. En théorie, on ne sait pas l'arrêter, mais on peut l'atténuer. Avec, de préférence, des éléments très lourds. De l'uranium-238, qui est extrêmement peu radioactif, j'en ai déjà tenu en main. Du plomb, c'est un classique. Des parois en plomb, qui protègent du rayonnement gamma. En fait, le rayonnement est atténué, et avec une paroi suffisamment épaisse, ce qui passe à travers est minime. Notons que le rayon gamma étant très énergétique, extrêmement énergétique, au contact d'une molécule, ils arrachent les électrons, ils les font carrément sauter hors de la molécule, et donc eux aussi peuvent briser les molécules ou provoquer des réactions chimiques intenses ou provoquer des phénomènes de radicaux libres qui provoquent de gros dégâts cellulaires. Vous en avez sûrement entendu parler des radicaux libres. Tous ces rayonnements sont qualifiés de rayonnements ionisants. C'est souvent un terme qui est employé parce que ils sont très énergétiques et en heurtant une molécule ou un atome, ils arrachent les électrons et ionisent l'atome ou la molécule. D'où le terme de rayonnement ionisant. Voilà, ce sera tout pour cet aspect biologique. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Alors, dans la prochaine vidéo, nous commencerons à aborder l'histoire de la radioactivité en parlant de sa découverte et ce qui en a suivi. Je vous remercie.